laisse-moi te raconter une histoire incroyable. Celle d'un peuple légendaire, les Normands. Sais-tu ce que ce mot signifie? Tout simplement, les hommes du Nord. Ces peuples normands, que l'on appelle aujourd'hui vikings, ont marqué l'histoire de l'Europe d'une empreinte indélébile. Alors, qui étaient vraiment les Normands? Durant notre aventure, tu vas découvrir leur histoire, leurs conquêtes et leur mode de vie. Depuis la fin du 8e siècle jusqu'au 12e siècle. Du Danemark en passant par la France et jusqu'en Italie. Où et quand les hommes du Nord ont-ils vécu? Afin de bien comprendre le rôle du peuple danois dans le monde normand, permets-moi de te redonner un cadre historique et ainsi faire un bond en arrière dans notre histoire européenne. Deux événements majeurs marquent leur épopée. Tout commence en 793 avec l'attaque du monastère de Lindisfarne en Angleterre, un raid qui lance l'ère viking. Puis, en septembre 1066, la bataille de Stamford Bridge marque leur déclin. Harald Hardrada, roi de Norvège, est vaincu par les Anglo-Saxons. D'ailleurs, cette date est aussi importante pour les Normands du duché de Normandie. Mais je m'égare. Nous reparlerons de cela bientôt. Malgré leurs différences, les peuples scandinaves partagent une langue commune, le vieux norrois, et utilisent l'alphabet runique. De første eksempler, vi har på runeskrift i Norden, er omkring 100-200 år efter Kristi fødsel. Så vi ved, at vi har runer i hele det første årtusind efter Kristi fødsel, stort set. Runealfabetet det udvikler sig i løbet af den her periode, fra at være på 24 tegn til at blive reduceret til 16 tegn i vikingetiden. Men det er faktisk mere avanceret den måde, de bruger det på. Og navnet på alfabetet hedder en futhark. Leurs rares écrits se trouvent sur des pierres gravées, appelées pierres runiques, et non dans des livres. Der er fundet runer alle de steder, hvor vikingerne har været. De har rejst rundt i store dele af verden. Og mange af de steder, der har de efterladt sig runer. Så vi ser runer i England, vi ser runer på Grønland, vi ser faktisk ovenikøbet runer helt nede i Istanbul i dag, eller i Konstantinopel. Vikingerne kaldte det for Miklagård, den store gård. Viking. Nous avons souvent une image faussée d'eux, héritée des fantasmes du 19e siècle. Nous les imaginons brutaux, sauvages, coiffés de casques à cornes. Pourtant, la réalité est bien différente. Når vi ser vikinger på fjernsynet, eller når vi ser vikinger i biografen, så er det altid den samme viking, vi ser. Det er altid den her store, stærke fyr med flætninger og måske horn i hjelmen, og sådan, som nogle store, stærke krigere, der godt kunne lide at slås og gerne ville til Valhalla. Men det er nok ikke helt sådan, det var i vikingetiden. Les Vikings sont raffinés, soucieux de leur apparence et de leur hygiène. Ils se lavent chaque semaine, bien plus que la plupart des Européens de leur époque. Revenons à nos Normands danois. Les Danois, tribu germanique, s'installent dès le 6e siècle dans l'actuel Danemark et le sud de la Suède. Leur société est divisée en plusieurs groupes. Le roi, qui n'a pas toujours de grands pouvoirs, les jarls, nobles propriétaires terriens, les carls, hommes et femmes libres, et enfin les strals, qui sont des esclaves. Les Normands danois vivent dans des villages ou dans des villes comme Ribe, un grand centre de commerce près de la côte ouest du Jutland,
I vikingetiden så var Ribe den største og den første, og måske nok også den eneste, hvor man siger, det er en by. Ribe er international i vikingetiden. Det her handlende kommer til. De kommer både fra nord og fra syd, og faktisk også fra øst. Ikke så meget fra vest. Men de mødes i Ribe, og derfor er Ribe et handelscentrum, som lige så stille vokser op og bliver den her by. Det er også derfor, at vi i Ribe er de første, der har kirken og kristendommen. Le cœur du centre urbain, c'est la Maison Longue. Un bâtiment impressionnant, pouvant atteindre plus de 60 mètres de long et plus de 12 mètres de large, comme celle de Lejre, ornée de gravures et de runes représentant leurs dieux. Lige nu så er I midt i det, vi kalder for Sagnlandet Lejre. Og Sagnlandet er et sted, hvor vi rekonstruerer fortiden. Her, hvor vi sidder lige nu, der sidder vi midt i tidlig vikingetid, overgangen fra jernalder og til vikingetiden i Lejre. Her i Lejre, der er det her kongen har siddet og regeret fra. Og vi ved, at der er mange herfra, der har sejlet mod Normandiet. En hel del er sikkert blevet der. Autour de la Maison Longue se trouvent des habitations, des lieux d'activité économique, comme une forge, une ferme et ses champs cultivés, des commerces ou un port. Au Xe siècle, le roi Gorm et surtout son fils Harald à la dent bleue, connu aussi sous le nom de Bluetooth, unifient le Danemark. Ce roi joue un rôle clé dans la consolidation du royaume et la conversion de son peuple au christianisme. Je t'en reparlerai plus tard. Pour renforcer son pouvoir, le roi fait construire des forteresses circulaires, appelées Trelleborg, dont la fonction exacte reste encore aujourd'hui un mystère. Comment les hommes du Nord perçoivent-ils la mort et quelle est leur religion? Pour eux, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers un autre monde. Leurs tombes, souvent en forme de bateau, reflètent cette croyance. Les deux tumulus les plus importants du Danemark sont ceux des rois Gorm et Harald, à Jelling. Pour les autres Danois, au cimetière de Lindholmhøj, nous pouvons observer différentes formes de sépultures. Les Normands danois croient en de nombreux dieux, comme Odin, Thor ou Loki. Contrairement aux dieux chrétiens, leurs divinités sont mortelles. Pour communiquer avec les esprits et les dieux, ils font appel aux Volva, sorte de prêtresses devineresses. Sous l'influence de Harald à la dent bleue, vers 860, le Danemark adopte peu à peu le christianisme. La célèbre pierre runique de Jelling symbolise ce tournant. Vi har to meget kendte runesten her i Jelling. Den lille Jellingsten og den store Jellingsten. Og på den lille Jellingsten, der skriver Gorm den Gamle, at han er konge, og at han har lavet stenen til ære for sin kone Tyra. 15 år senere, så laver Harald Blåtand den store runesten, og så bliver det til en proklamation over statsdannelse og magt og religionsændring. Så det er en ret fantastisk sten. Han starter med at skrive, at han hedder Harald, og han er konge, og han har lavet denne mindesten til ære for sin far Gorm og sin mor Tyra. Og efter det, så skriver han, at han er den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Les Vikings, simples marchands, explorateurs ou pilleurs, quelles sont leurs forces? En réalité, les Vikings danois ne sont pas seulement des pilleurs, mais aussi de grands navigateurs et commerçants. À partir de la fin du 8e siècle, ils mènent des raids à travers l'Europe, pillant monastères et villes riches en butin. En 845, ils assiègent même Paris avec un jarl danois dénommé Ragnar. Leur supériorité vient de leur maîtrise des armes et de la stratégie navale. Ils sont équipés d'épées à double tranchant, de haches, de lances et d'arcs.
Leur plus grande force, ce sont leurs bateaux. Les fameux dracars, ou plutôt langskip, navires de guerre. Ils sont conçus pour naviguer aussi bien en haute mer que sur les rivières. Grâce à leur faible tirant d'eau, ils peuvent remonter les fleuves et attaquer par surprise. Ces navires, longs de 25 à 30 mètres, transportent jusqu'à 80 hommes. Aujourd'hui, on peut admirer ces vestiges au musée de Roskilde. Før vikingetiden, der begyndte skandinaverne allerede at bygge lette, hurtige roskibe. Og et roskib, det er jo især godt, hvis det kan flyttes meget nemt med åre. Og det specialiserede man sig i Skandinavien og lavede nogle både, der var meget nemme at sejle uden sejl. L'histoire des Vikings danois ne s'arrête pas là. Leur héritage s'étend bien au-delà des mers nordiques. Nous sommes au IXe siècle, en Europe occidentale. L'Empire carolingien, autrefois puissant sous Charlemagne, se divise et s'affaiblit sous l'effet des conflits internes. En 843, le traité de Verdun scelle le partage de l'Empire de Charlemagne en 3 parties. Pendant ce temps, des peuples venus du Nord, les Normands, sillonnent les mers en quête de richesses et de nouvelles terres. C'est dans ce contexte que débute l'histoire de la future Normandie, un territoire stratégique entre la Seine et la mer. Pourquoi ces hommes du Nord arrivent en Neustrie? Riche et ouverte sur la mer, la basse Neustrie attire les convoitises. Avec sa façade maritime et la Seine comme voie d'accès privilégiée, elle devient une cible idéale. Entre 820 et 911, ce vaste territoire situé entre la Seine et la Loire subit des raids scandinaves dévastateurs. Les Vikings, venant principalement de l'actuel Danemark, ciblent en priorité les églises et monastères, riches en butin et sans défense. En 840, les attaques s'intensifient. Écoute ce que rapportent les annales de Fontenelle au printemps 841. Une flotte de vaisseaux scandinaves remonte la Seine et pille Rouen. Profitant de l'absence de réaction, le 24 mai, ils incendient le monastère de Jumièges. Comment est née la Normandie? Face à l'intensification des raids et incapables de repousser les envahisseurs, les rois carolingiens sont contraints de négocier. D'après Dudon de Saint-Quentin, un chef viking nommé Rollon, venu de Dacie, c'est-à-dire du Danemark, s'installe à Rouen vers 876. En 30 ans, il devient un chef redouté, prenant part au siège de Paris en 885 et de Bayeux en 889. Affaibli par les invasions, le roi des Francs, Charles le Simple, signe en 911 avec Rollon le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La paix est scellée. Rollon reçoit un territoire de l'Epte à la mer, donnant naissance à la Normandie.
il est officiellement reconnu comte de Rouen et exerce l'autorité royale sur son territoire. En échange, il s'engage à protéger la région contre toute nouvelle incursion scandinave et à se convertir au christianisme. Le territoire normand s'agrandit progressivement. En 924, les diocèses de Bayeux et de Sées sont cédés aux Normands. Puis, en 933, Guillaume Longuepée, fils de Rollon, reçoit les diocèses d'Avranches et de Coutances. Ainsi, la Normandie actuelle est presque définitivement constituée. Comment les Vikings se sont-ils intégrés au monde carolingien? Qu'ils soient danois en Seine-Maritime ou norvégiens dans le Cotentin, les Vikings adoptent une approche pragmatique. Pragmatisk folkefærd, det tror jeg, det er affødt af nødvendighed. Det er et hårdt liv, og det er et svært samfund, så man laver om på de ting, der ikke fungerer, og beholder de ting, der fungerer. Og det betyder også, at alle ændringer i vikingernes samfund må bero på, om de får noget positivt ud af det. Ellers vil de ikke gøre det. Og det ser vi i alle afskygninger af vikingesamfundet. Peu nombreux, ils ne peuvent imposer leur culture. Ils adoptent alors le mode de vie local et surtout se convertissent au christianisme, à l'image de leur chef Rollon. Malgré cette assimilation, leur héritage subsiste. Ils se retrouvent dans la toponymie, notamment dans le pays de Caux, la Basse-Seine et le Cotentin. On le voit bien en étudiant la toponymie, les noms de lieux à consonance scandinave, Barfleur, Harfleur, Honfleur, dans le Val de Serre, dans la basse vallée de la Seine, dans le pays de Caux, on a des implantations qui sont certainement plus denses, mais jamais majoritaires. Alors les traces, elles sont de trois natures, on va dire. Il y a d'abord des traces archéologiques. C'est plus que des traces, ce sont des vestiges concrets. L'archéologie, c'est la culture matérielle, donc ce sont des objets. Et puis, on a des choses plus intéressantes, comme un trésor de monnaie viking. Ils utilisaient la monnaie au poids et non pour leur valeur. Donc, on a su que c'était un trésor de monnaie viking qui venait de Grande-Bretagne, d'ailleurs. Et puis, le vocabulaire qu'ils ont légué aux gens locaux qui parlaient une langue d'oïl, une langue d'origine latine. Ils ont légué quelques termes particuliers en lien avec la navigation, la pêche. C'est à peu près 150 termes, c'est très peu. Ça colore les parlers de Normandie au XIe siècle. Quand on regarde, on étudie la langue normande, on trouve beaucoup de termes de vocabulaire liés à l'espace marin, aux bateaux et au monde de la mer de manière générale, qui sont conservés dans notre langue et qui sont d'origine scandinave. Par ailleurs, ils introduisent la tradition des concubines, appelée Fria. Comment s'organise le duché de Normandie? En 911, le roi de France, Charles le Simple, signe un traité avec un chef scandinave, Rollon, et il donne à ce chef scandinave un territoire à conquérir et un territoire à piller. C'est un épisode guerrier de longue durée, avec des pillages, avec des attaques, avec des raids. Ce que fait le roi de France avec le chef scandinave Rollon, les souverains carolingiens l'ont déjà fait avec d'autres chefs scandinaves. Ils vont le refaire après, encore avec d'autres. Ce qui se passe, c'est que l'accord avec Rollon va durer. C'est ça l'exception. L'accord va durer. Les Normands fondent un duché puissant et bien structuré. Officiellement vassaux du roi de France, les ducs jouissent pourtant d'une quasi-indépendance. La population reste majoritairement rurale, mais Rouen, capitale du duché, se distingue par son dynamisme. Située sur l'un des principaux axes commerciaux de France, la Seine, elle prospère rapidement. D'anciennes cités, comme Lisieux, Sées, Bayeux et Évreux, se relèvent des raids vikings, tandis que de nouvelles villes émergent, telles que Dieppe, Falaise ou Saint-Lô. Au XIe siècle, Caen devient un centre stratégique. Conscient de sa position centrale,
Guillaume le Conquérant en fait une place forte pour affirmer son autorité face à Rouen. La société normande repose sur 3 ordres: le clergé, la noblesse et le peuple. Les ducs normands s'imposent comme des souverains à part entière. Ils frappent leur propre monnaie, rendent la justice, lèvent des impôts, commandent leurs propres armées et nomment les évêques. Comment se caractérisent les édifices normands? Les Normands se révèlent de grands bâtisseurs, qu'il s'agisse d'édifices militaires ou religieux. Côté militaire, ils inventent la motte castrale en bois, avant de perfectionner le modèle en construisant des châteaux de pierre dotés de donjons quadrangulaires. Les châteaux de Falaise et de Caen en sont de parfaits exemples. Côté religieux, l'architecture normande se distingue par sa sobriété et sa robustesse. Murs épais, arcs en plein cintre, voûtes en berceau et tours carrées symbolisées à merveille par l'abbaye aux Dames à Caen. Son élément phare, la pierre de Caen, un calcaire dur et réputé. Avec cette architecture, la Normandie connaît un véritable essor culturel au XIe siècle, marquant la Renaissance romane. Comment ce territoire de l'Epte à la mer va s'étendre jusqu'en Angleterre? Duché prospère, la Normandie devient rapidement une puissance européenne. Les Normands perfectionnent l'art de la guerre et l'un de leurs ducs se distingue particulièrement: Guillaume le Bâtard, futur Guillaume le Conquérant. En 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans héritier direct. Avant sa mort, il aurait désigné Guillaume, son cousin, pour lui succéder. Pourtant, Harold Godwinson, comte du Wessex, s'empare du trône. Considérant cela comme une trahison, Guillaume décide d'envahir l'Angleterre. Souviens-toi, un autre prétendant, Harald Hardrada, roi de Norvège, convoite lui aussi la couronne. Le 25 septembre 1066, Harold le défait à la bataille de Stamford Bridge. C'est la fin des ambitions scandinaves en Angleterre. Et surtout, la fin de la période viking. Pourtant, la menace normande demeure. Le 14 octobre 1066, Harold affronte Guillaume à Hastings. Cette bataille, bien que célèbre, porte un parfum scandinave. Regarde la tapisserie de Bayeux. En Angleterre, on a une action concertée par un prince, Guillaume le Conquérant. C'est une opération stratégique de grande envergure. C'est une volonté dynastique. Le duc de Normandie estime qu'il est l'héritier légitime de la couronne d'Angleterre. Il a à sa disposition un vaste espace à conquérir, une richesse considérable à conquérir. Il a avec lui les membres de sa famille et puis tous les seigneurs qu'il a rassemblés dans son expédition, auxquels il a promis une partie du gâteau. Donc il faut gagner. Il faut gagner. Pour traverser la Manche, Guillaume mobilise environ 700 navires à Klein, dont le Morat, son vaisseau personnel, afin de transporter environ 15 000 hommes et 2000 chevaux. Inspirés des Langskip vikings, ces bateaux témoignent du savoir-faire naval scandinave. Guillaume triomphe à Hastings et est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 à Westminster. Son exploit lui vaut le titre de conquérant. Ainsi, l'arrière-petit-fils de Rollon bâtit l'un des États les plus puissants et organisés d'Europe. Le royaume anglo-normand, qui perdurera jusqu'en 1204.
l'une des clés de la victoire de Guillaume, c'est la cavalerie normande. Elle s'est chargée en groupe compact, sous l'injonction d'un chef et derrière une bannière. C'est une forte discipline et un entraînement intensif qui va permettre aux chevaliers normands d'être considérés parmi les meilleurs soldats de leur époque. De nombreux nobles ou royaumes vont faire appel à eux, comme en Italie du Sud. Nous voilà maintenant bien loin des fjords et des terres du Nord. Après notre passage dans le duché de Normandie, nous mettons maintenant cap sur le sud de l'Europe, et plus précisément sur la mer Méditerranée. Imagine un instant cette mer scintillante, véritable centre du monde au XIe siècle. Ici se croisent les civilisations occidentales et orientales, ainsi que les grandes religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Mais qu'est-ce qui pousse les Normands à s'aventurer si loin? Les Normands, qui débarquent en Italie du Sud et en Sicile, ne sont pas arrivés là par hasard. Leur départ s'explique en partie par la surpopulation en Normandie. À l'époque, hériter d'une terre est un vrai casse-tête pour les familles nombreuses, comme celle de Tancrède de Hauteville, un noble normand qui a eu 12 fils. Certains, comme Roger et Robert, n'avaient donc pas d'autre choix que de chercher fortune ailleurs. Chevaliers aguerris, mercenaires redoutables, ils se mettent au service des seigneurs locaux et combattent souvent pour défendre ou étendre la religion chrétienne. En Italie du Sud, la situation politique est explosive. Quel est le contexte géopolitique de l'Italie du Sud au début du XIe siècle? À cette époque, l'Italie du Sud est un véritable champ de bataille où s'affrontent différentes puissances. D'un côté, les seigneurs catholiques et le pape veulent renforcer leur pouvoir et chasser les Byzantins et les musulmans de la région. C'est dans ce contexte que les Normands, réputés pour leur bravoure et leur efficacité militaire, vont jouer un rôle décisif. Ils ne vont pas simplement combattre, ils vont conquérir. Comment se déroule la conquête de la Sicile? Quand les Normands débarquent, l'île est en pleine crise. Plus aucun grand émir ne dirige la Sicile d'une main ferme. Et les rivalités internes affaiblissent l'émirat. Une aubaine pour les Normands. Tout commence en 1061 avec Roger Ier et la prise de Messine, un port stratégique. Puis les conquêtes s'enchaînent. Troïna, un point d'appui crucial, tombe également. Pas à pas, Roger Ier s'empare de la Sicile, chassant les derniers caïds, chefs musulmans. Comment s'organise le royaume normand de Sicile? Une fois maîtres de la Sicile, les Normands doivent asseoir leur pouvoir. Et pour cela, quoi de mieux que de bâtir des châteaux? Inspirés de ceux de Normandie, ces forteresses, comme celle de Paternò, marquent leur domination sur l'île. Mais les rois normands de Sicile ne sont pas seulement de redoutables conquérants. Ils font preuve d'un pragmatisme surprenant. C'est un royaume particulier, la Sicile. Parce que les populations qui vivent en Sicile sont diverses. Il n'y a aucun autre endroit en Europe où on va trouver côte à côte, dans les mêmes villages, dans les mêmes villes, des chrétiens latins, des chrétiens catholiques, des chrétiens byzantins, des juifs, des musulmans. C'est une exception en Europe. Contrairement à d'autres royaumes d'Europe, ils respectent les populations musulmanes, juives et chrétiennes orthodoxes qui vivent sur l'île.
Ils leur permettent même d'intégrer l'administration et de contribuer à l'essor du royaume. Un savant, du nom d'Al-Idrissi, l'un des plus grands géographes de son temps, travaillera même pour le roi Roger II. Roger II, il fait ça. Il rassemble les intellectuels à Palerme, dans son palais, et parmi eux, il y a Idrissi. Et Idrissi va réaliser pour Roger II un livre extraordinaire avec de nombreuses cartes, de nombreuses planches, très détaillées, et puis une description qui accompagne chaque carte. Roger II demande à Idrissi de réaliser une représentation du monde. La Tabula Rogeriana, une des cartes les plus précises du Moyen-Âge. Les écrivains arabes de l'époque témoignent de cette tolérance. Les musulmans étaient traités avec bonté et ils étaient protégés, même contre les Francs. À cause de cela, ils avaient un grand amour pour le roi Roger. Donc ça nous fait une société très complexe qui est à la fois européenne parce que le modèle c'est 3 ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, mais en même temps une société méditerranéenne où il y a des gens qui dominent la société, qui ont le pouvoir politique, etc. Ce sont les Francs, les Normands. D'autres groupes musulmans, juifs, qui sont dans un statut inférieur. Et puis, en plus, il y a cette population servile, esclavagisée, parce qu'elle est là depuis toujours. Pourquoi parle-t-on d'art arabo-normand byzantin? Le royaume normand de Sicile ne se contente pas d'unifier des peuples. Il fusionne aussi des cultures. Soldats normands, savants arabes, artistes byzantins, tous cohabitent et influencent l'architecture, l'art et les sciences. C'est ainsi qu'émerge un style unique, l'art arabo-normand byzantin. Il se manifeste dans les forteresses, mais aussi dans les églises et les palais. À Palerme, la capitale du royaume, on peut admirer des merveilles comme l'église Saint-Jean des Ermites, le palais de la Ziza ou encore la somptueuse chapelle palatine du palais royal normand. C'est un bijou architectural où se mêlent mosaïques byzantines, plaquages nommés Moukarnas arabes et voûtes normandes. On nomme cela le syncrétisme. Le chef-d'œuvre de cette fusion culturelle est sans doute la cathédrale de Monreale, située non loin de Palerme. Son décor intérieur, recouvert d'or, en fait l'un des plus beaux témoignages de ce mélange unique entre Orient et Occident. Siamo nella Basilica Cattedrale di Monreale, chiesa della grande abbazia benedettina che fu fondata da Guglielmo II il Normanno. Il monastero di Santa Maria Nuova è l'ultima grande opera compiuta durante il regno normanno. I Normanni hanno portato alcune loro particolarità dell'architettura. Poi abbiamo la presenza dell'influsso bizantino nei 6.400 metri quadri di mosaico e alcune decorazioni delle absidi sono di chiara matrice islamica. Questo si vede nella superficie mosiva che è la più grande del mondo dell'antichità. Ainsi, les Normands ne sont pas seulement des conquérants. Ce sont aussi des bâtisseurs, des mécènes et des souverains éclairés qui ont marqué l'histoire de la Sicile et du monde méditerranéen. I Normanni hanno portato in Sicilia un periodo lunghissimo di
pace, di ricchezza, soprattutto culturale, grazie alla loro propensione alla conquista dei territori. L'epoca normanna, nonostante siano passati ormai quasi 1000 anni, resta per la Sicilia uno dei momenti più belli, più ricchi. Leur héritage est toujours fêté en Sicile, comme le montre le Palio di Normanni à Piazza Armerina, où le folklore a remplacé la vérité historique. La rievocazione storica che viene fatta in questa occasione del Palio dei Normanni ricorda appunto la liberazione della Sicilia, in modo particolare di Piazza Armerina, dagli arabi. Il Palio dei Normanni è una manifestazione folcloristica, turistica e culturale che è stata creata e inventata alla fine del 1950 da lungimiranti amministratori e operatori culturali di Piazza Armerina. Oggi il Palio dei Normanni è identità del territorio e della città, che sente profondamente il legame con questa storia e con questa tradizione, che è diventata anche una competizione sportiva importantissima. Ainsi, cette épopée normande qui va du froid du nord à la chaleur méditerranéenne n'est pas seulement l'histoire de conquêtes militaires. C'est un témoignage vibrant de l'ouverture d'esprit, de la curiosité et de l'ambition de ces hommes, venus du nord de l'Europe pour embrasser le monde. En connectant le Danemark, la France et l'Italie, ce documentaire montre que l'histoire d'un peuple n'est jamais figée dans ses terres d'origine. Elle s'étend, traverse les âges et les océans et laisse des traces indélébiles là où l'on s'y attend parfois le moins. Ce voyage normand n'est pas qu'une leçon d'histoire. C'est un appel à comprendre comment, dans un monde où les cultures se mélangent, les influences peuvent s'enrichir mutuellement pour créer un héritage européen d'une richesse inouïe. Une belle aventure pour l'esprit et pour l'humanité tout entière. Ce film est le fruit de 2 années de travail sur le terrain. Durant cette période, des élèves venus de France, du Danemark et de Sicile ont exploré ensemble les racines de l'histoire normande. Guidés par leurs professeurs, ils ont enquêté, questionné, comparé les points de vue et appris à regarder le passé avec rigueur et curiosité. À chaque étape de la production, une équipe technique a accompagné ce processus. Leur présence constante, depuis les premières idées jusqu'au dernier montage, a permis d'assurer une cohérence artistique et cinématographique. Ils ont encadré les tournages, orienté la mise en scène, formé les jeunes à l'image, au son, à l'interview, tout en exprimant leur propre regard. Ce documentaire est né de cette collaboration étroite entre pédagogie et création. Il rassemble des voix multiples, des accents, des récits croisés, dans une volonté partagée de comprendre le monde qui nous entoure, en interrogeant le passé.
derrière chaque image, il y a des heures de repérage, de prise de vue, de discussions parfois animées, mais toujours constructives. Ce que j'ai appris des Normands, c'est qu'ils venaient du Nord, principalement, puis ils ont migré vers la France, puis la Sicile. Les Normands, c'est un groupe de personnes qui viennent du Nord. Ils venaient de Scandinavie, c'était Normands, Norseman, donc ils viennent du Nord. Et que les Vikings, c'était pas un peuple, c'était un métier. Og selvfølgelig, at der er meget, måske fransk, altså nordfransk kultur, der kunne stamme noget fra sådan skandinavisk kultur, fordi vikingerne ligesom er kommet derop fra, men også at de har bredt sig ud til mange andre dele af Europa. Ho comunque imparato il fatto delle conquiste che hanno eseguito comunque nel passato. Ce film est aussi une initiation pour les élèves à la fabrication du documentaire. Apprendre à filmer, c'est apprendre à choisir ce que l'on montre, comment on le montre et pourquoi. Jeg har lært, at det er et meget svært og omfattende arbejde, altså at der er mange små ting, der skal tages hensyn til. Altså, det kræver jo meget for dem og deres indsats. Et eksempel er for eksempel, da Kommer og Redar skulle filme en scene, hvor de var på hinandens skuldre for at få det helt perfekte vinkel af noget. Også i dag et eksempel, altså det her, det tager jo næsten en hel dag at lave det her lille del, og det er nok kun en højst 5 minutters klip i dokumentaren eller mindre. Au-delà du récit historique qu'il propose, ce documentaire témoigne d'un projet collectif où l'éducation rencontre le cinéma, où l'histoire se vit sur le terrain. Ho imparato che comunque la storia normanna è un fatto storico molto importante, ma soprattutto la creazione dell'architettura, delle conquiste, ma anche dei territori. Ho imparato che si usano foto, video, si mettono insieme per dare informazioni o informare su qualcosa. Chaque participant, élève ou adulte, a contribué à bâtir un regard commun sur notre passé et nos valeurs européennes. C'est maintenant aux élèves de devenir des passeurs de mémoire.